Dans cet épisode de Mythbusters, On répond aux critiques et on recommence. nos amis ont du pain sur la planche et plongent tête baissée pour défier leurs détracteurs. Quelqu'un a une autre suggestion à faire? Peut-on tout se permettre avec du contreplaqué? Vous croyez au mythe du réservoir d'essence explosif? Et à la canette de coca? L'air conditionné? Marcher sous la pluie? Et Buster en prend encore pour son grade. Avec leurs détracteurs en ligne de mire, cette fois-ci, ils le prennent personnellement. C'est l'heure de la vengeance. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Soit on meurt, soit on s'envole. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était intense. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes. Ils les mettent à l'épreuve. Ce qui me plaît dans cette émission, par rapport à d'autres programmes de télévision, c'est que nous sommes tout à fait prêts à revenir en arrière et à admettre que nous nous sommes trompés. C'est vrai. Les épisodes où nous recommençons les expériences comptent parmi mes préférés. On commence par quoi? Par le test du coup de feu. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire comme erreur dans cette expérience? Est-ce que le fait de recevoir une balle peut vraiment vous propulser vers l'arrière? Selon les Mythbusters, la réponse est non, mais des téléspectateurs ne sont pas d'accord. Lors de cette expérience, ils avaient accroché leur cible à un crochet, ce qui fait que son centre de gravité était plus haut que celui d'un être humain. Il aurait dû être soutenu au niveau de la poitrine. Même si les Mythbusters ont montré comment réussir cet effet de projection en arrière, certains d'entre vous sont restés sceptiques. Comment allons-nous faire pour réussir cette expérience? Il faut qu'on trouve un système différent qui soutiendra le corps au niveau de son centre de gravité. On devrait demander à Tori de travailler là-dessus. Ça ne devrait pas être très dur. Je crois qu'on devrait prendre le plus gros fusil que nous soyons autorisés à utiliser et tirer sur le mannequin avec un calibre 50. Oui, et si ça ne marche pas, rien ne marchera. Un lance-grenade, certainement. Mais ce mythe est fondé sur des armes plus conventionnelles. Tout d'abord, les apprentis Mythbusters doivent corriger la question du centre de gravité de Buster. Tu n'as que la peau sur les os. Tori et Grant vont réutiliser l'ancien système qui soutiendra Buster d'une manière différente. Je vais faire passer une barre dans sa poitrine jusqu'aux deux supports latéraux. Comme ça, la moindre pression devrait le faire partir en arrière. Buster va être soutenu au niveau de la poitrine, à l'endroit où il va recevoir la balle. Cela signifie que toute l'énergie de la balle sera transférée dans sa projection vers l'arrière. Maintenant, la question est de savoir quelle puissance va être nécessaire pour le faire bouger. Ils doivent faire la preuve que même une puissance minimale peut faire reculer Buster. Après tout, si un tout petit coup peut le renverser, la puissance d'une balle de fusil devrait le faire voler vers l'arrière. Tu veux le renverser avec ce gant? Essaie de pas lui faire mal. C'était assez moyen. Tu devrais peut-être utiliser les deux gants. Avec Buster, pas la peine de mettre de gants. Et avec un objet plus lourd, comme un boulon d'acier. Je l'ai envoyé de l'autre côté de l'atelier. Bien visé. Tori jette le gant. Il est temps de passer à la balle de baseball. Buster est éliminé. Nous venons de tester ce système. Une balle de baseball suffit à faire tomber Buster, donc une balle de fusil aura infiniment plus de puissance. Ça devrait le renverser sans problème et on espère que ça le fera reculer de presque 2 mètres. Buster a rendez-vous sur le champ de tir. Il faut qu'il se fasse beau. Tori lui fabrique une nouvelle tête pendant que Gary découpe un bouclier par balle. La balle ne traversera pas l'acier, ce qui fait que toute son énergie cinétique sera transférée sur Buster. Si nous parvenons à absorber toute l'énergie de la balle sur cette plaque et que Buster ne part pas en arrière, je crois qu'on pourra dire avec certitude que ce mythe est complètement bidon. En route pour le champ de tir pour faire un sort définitif à ce mythe.
Comme la dernière fois, le tireur se tiendra à une distance d'environ 8 mètres par rapport à Buster. C'est la distance moyenne à laquelle une blessure par balle est mortelle. Buster est mis en place pour une petite démonstration. Je vais essayer de le toucher avec ma balle. Peut mieux faire. Essaie, toi. Fais-nous ton spécial. Gagné! J'ai l'impression qu'il s'est écroulé. Tu l'as touché au cou et il est tombé tout droit. C'est parfait, c'est exactement la manière dont il était censé réagir. Mais Buster se sent un peu à plat. Vous me faites depuis trop longtemps. Buster se fâche. C'est l'heure de la vengeance. Exactement, et ça va... Quelques secondes dans la peau de Buster et Adam se languit du bon vieux temps. C'est étrange, mais quand je mets ce masque, les odeurs me rappellent plein de souvenirs d'explosions ou de chute d'une falaise. Ça sent l'eau de mer, le cochon qui pourrit. Ça fait remonter beaucoup de souvenirs. Tu veux essayer? Non, merci. Avant d'affronter le peloton d'exécution, Buster doit revêtir son gilet pare-balles. Maintenant, il est prêt à tout. Le premier essai se déroulera avec un fusil de chasse. Balle de calibre 12 pour le gibier, à 6 mètres. 3, 2, 1... Sa tête s'est détachée. Buster est bien mort, mais ce n'est pas la grande scène hollywoodienne dont rêvaient les Mythbusters. Il n'a pas reculé 2 mètres. Non, il s'est juste écroulé. Il s'est effondré sur place. Ses pieds sont toujours au même endroit. Sauf qu'il a une jambe cassée. La caméra grande vitesse montre à quel point le tir aurait été mortel. T'as vu l'impact? Je le vois qui glisse et qui recule peut-être de 2 ou 3 cm. C'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a fait cette expérience. Il a seulement reçu une balle. Avec le calibre 12 et Buster soutenu sur son centre de gravité, exactement comme on nous l'a demandé, c'est bidon. Passons au calibre 50. Mais avant que le redoutable calibre 50 n'entre en jeu, les Mythbusters ont une expérience pluvieuse à rééditer. Courons sous la pluie. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu trouver comme erreur là-dedans? Apparemment, le problème, c'est qu'on n'a pas utilisé de vraie pluie. Quand Adam et Jamie ont accepté de se mouiller pour la science, Je me trouve sexy. ils ont utilisé une pluie artificielle, ce qui n'a pas satisfait quelques téléspectateurs. Ce n'était pas une vraie pluie. On pourrait attendre la prochaine averse pour retenter l'expérience, en doublant les distances, en marchant, en courant et en parcourant la distance 3 fois pour chaque mode de déplacement et avoir des données plus fiables. Mais tout d'abord, un petit peu de latex. Nos amis savent qu'il faut sortir couvert. Jamie se trouve vraiment très sexy là-dedans. Il le porte tous les week-ends. Je suis venu à l'atelier alors qu'il croyait qu'il n'y avait personne. Il se pavanait habillé comme ça. Ils sont en tenue pour affronter la pluie. Ils vont commencer par marcher. Comme lors de l'expérience d'origine, ils ont pesé leur combinaison sèche et la pèseront une fois leur promenade sous la pluie terminée pour voir combien d'eau elles ont absorbé. Mais cette fois-ci, ils feront de même avec leurs casquettes. Je suis trempé. Les combinaisons en caoutchouc empêchent que leur sueur ne vienne fausser les résultats. Fais attention en l'enlevant. La combinaison de Adam est plus lourde de 20 grammes. C'est maintenant au tour de Jamie, très convaincant dans le rôle du détenu. Pour faire taire les critiques, les Mythbusters n'hésitent pas à mouiller leur chemise. Prions pour que leurs espoirs ne tombent pas à l'eau. Mais alors qu'ils vont commencer à courir, c'est le désastre. La pluie s'arrête et le soleil vient gâcher l'expérience. Pour l'instant, du moins. Ça n'a pas marché du tout. À San Francisco, la météo est trop capricieuse. C'est la raison pour laquelle nous avions fait ça avec de la pluie artificielle. Et voilà le résultat. On n'a plus de temps. On dirait qu'on a besoin d'aide. Tori, Grande, venez voir. On leur prête nos combinaisons. Transformez-vous en super-héros. Vous les avez lavés. Ça ira. Super.
C'est aux apprentis Mythbusters que revient la lourde charge de mener l'expérience à son terme. Même s'ils n'ont pas l'air franchement emballés par cette idée. Pourquoi est-ce qu'on recommence? Jamie et Adam n'ont pas déjà fait cette expérience? Si, mais ils avaient fabriqué la pluie. Ça s'est déroulé dans un entrepôt et la pluie artificielle était très dense. Nous, on va travailler avec Mère Nature pour voir si l'on obtient des résultats différents. Et pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes? Parce qu'ils n'ont pas envie de se faire tremper. C'est bien ce que je pensais. 11 mètres 40. C'est une excellente raison, mais ce sont eux qui commandent. Tori et Grant n'ont donc d'autre choix que de mesurer les 30 mètres du parcours, la distance de la première expérience. Mais on ne peut pas dire qu'ils tombent des hallebardes. On devrait surveiller le temps. Et dès qu'il se met à pleuvoir très fort, on n'aura plus qu'à sauter dans les combinaisons et se précipiter dehors. Allons nous changer. Ça fait tout bizarre à porter. C'est également assez bizarre à voir. Pas de commentaire. Je ne saurais pas par quoi commencer. Cette fois-ci, l'un courra pendant que l'autre marchera. Tu t'es vu? De cette manière, ils seront exposés aux mêmes conditions de pluie. Prêt à partir au boulot? Alors qui fait quoi? On a un planning. Je marche en premier et toi tu cours. C'est ça. Et on s'arrête. Ils ôtent leurs combinaisons pour les peser. Quels sont les résultats? Tori a marché pendant 24 secondes et a gagné 10 grammes. Grant a couru pendant 10 secondes et a gagné 8 grammes. Test numéro 2. Je marche. Tu cours. Prêt? 1, 2, 3, top! Ils repartent, mais la pluie s'est un peu adoucie. Ils pèsent de nouveau leur combinaison. Et les résultats sont surprenants. Elle est plus légère que lorsque je suis parti. Comment c'est possible? Il ne pleut pas assez fort pour couvrir la marge d'erreur. Mais soudain, le ciel se fâche à nouveau et l'expérience peut reprendre. Je marche et tu cours. Prêt? À vos marques, prêt, partez. C'est un long, difficile et humide après-midi que vivent les apprentis Mythbusters. Mais ce ne sont pas 3 gouttes de pluie qui vont noyer leur enthousiasme. Après 4 tests supplémentaires, ils ont amassé assez de résultats pour clouer le bec aux critiques. Alors, ça a marché? Vous avez fait plusieurs essais? Nous en avons fait 6 et nos résultats contredisent les vôtres. Vraiment? Oui, pour nous, le coureur se fait moins mouiller que le marcheur. Ouais. En moyenne, le coureur reçoit 4 grammes de moins que le marcheur. Vous avez récolté plus de données que nous et il est possible que l'un des composants de notre pluie artificielle ait faussé les résultats. En ce qui me concerne, le mythe est bien confirmé. Je crois que sous la pluie, il vaut mieux courir que marcher. Bon travail. Merci. Les critiques étaient donc justifiées. Ce mythe est définitivement confirmé. Des canettes de soda explosives. Oui, c'est une variation de l'expérience du biscuit explosif. Nous l'avons déjà refaite, celle-là. Ça se complique si on commence à refaire les expériences qu'on a déjà recommencées. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Tu veux dire qu'est-ce que tu as fait de mal? Lors de la première expérience, nos 2 amis ont mis de la pâte à pain dans l'habitacle d'une voiture pour que la chaleur la fasse exploser. Ils l'ont ensuite reconduite avec des bombes aérosols et des canettes de soda. Mais ces dernières n'ont pas explosé. Ils n'y sont parvenus qu'avec un four. Oh, yeah! Mais il semblerait que Adam se soit un peu trop pressé pour mettre un terme à l'expérience dans la voiture. Le soda explose bien à 60 degrés, mais encore faut-il attendre assez longtemps pour arriver à cette température.
Il est donc possible que la chaleur fasse exploser une canette de soda à l'intérieur d'une voiture. Mais à culpa, le mythe est confirmé. C'est tout? En fait, non. Cette expérience a suscité énormément de réactions. Un téléspectateur nous a même écrit pour nous demander quelle couleur de voiture nous conseillerions pour éviter que cela arrive. Qu'est-ce qui peut vous sauver de ces cauchemardesques vagues de chaleur estivale qui vous font suer à grosses gouttes et où le goudron est assez chaud pour cuire instantanément votre dîner? Quelle est la meilleure manière de vous soulager de la chaleur et d'éviter les explosions de canettes de soda? Une voiture blanche ou une voiture noire? Voici deux voitures de même modèle, l'une blanche et l'autre noire. Elles sont parfaitement identiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Seule la couleur est différente. Nous allons les laisser au soleil durant toute la journée pour voir laquelle des deux engrange le plus de chaleur. Les thermomètres sont en place, l'expérience peut commencer. Il est 9h pile. Je vais vérifier la température de chaque voiture, la noter et revenir dans une demi-heure pour voir s'il y a du changement. Dans celle-là, il fait déjà 31 degrés. La noire chauffe déjà plus rapidement. Tandis que le soleil poursuit sa course dans le ciel, laissons mijoter ce mythe. Et retournons au champ de tir où Buster ne connaît pas un moment de répit. L'expérience avec un fusil de chasse n'ayant pas eu les résultats escomptés, il va maintenant essuyer un tir de calibre 50. Sa tête et sa jambe sont remises en place et il est équipé en plus d'une plaque d'acier sur la poitrine pour que toute la puissance du tir soit transférée à son centre de gravité. Vous avez vu les balles de calibre 50? Ça fait peur. On dirait les balles bananes de Bugs Bunny. C'est énorme! Ce sont de petits missiles. On aura le droit de tirer nous aussi? En fait, non. Cet honneur revient au propriétaire de l'arme, Brian, même s'il ne s'en est encore jamais servi jusqu'ici. Pourquoi tu n'as jamais tiré avec? Il est trop puissant pour la plupart des champs de tir. Et le terrain que j'utilise pour tirer se transforme en marais la moitié de l'année. Tu es impatient? Ah ça oui. C'est dur de ne pouvoir rien faire d'autre que l'admirer jour après jour et nuit après nuit. Bon, en fait, je fais pas ça, mais ça fait très poétique. Note personnelle, ne pas s'approcher trop près de la maison de Brian. Buster a du souci à se faire. 3, 2, 1. C'était génial. Buster a encore une fois mordu la poussière, mais il ne s'est pas envolé. Ça m'a secoué la moelle, je le sens encore. Quel pourcentage de la puissance de la balle Buster a-t-il encaissé? La balle a touché Buster en plein dans son centre de gravité et a percé la plaque d'acier. Regardez comme c'est déformé. C'est la preuve d'une énorme énergie cinétique. Et où se trouve la balle? Ah d'accord, Dans sa colonne vertébrale. C'est ça? c'est la balle. Buster a encaissé toute la puissance de la balle de calibre 50, mais c'est une nouvelle fois écroulé sur place. Buster a reçu la totalité de l'énergie cinétique, mais ça ne l'a toujours pas fait reculer. Pour moi, ce mythe est bidon, 100 fois bidon, 1000 fois bidon. Oui, je suis convaincu par ce que je viens de voir. Vérifions avec la caméra grande vitesse. Il a reculé d'au moins 6 cm. Il n'a pas été projeté en arrière. Non, vraiment pas. On peut arrêter avec ce mythe. Quelqu'un a une autre suggestion à faire pour y arriver? Je crois que c'est fichu. Bon, disons simplement qu'il faut éviter de se faire tirer dessus. Mais la victime n'est pas projetée en arrière par l'impact. Donc arrêtez de le faire dans les films, c'est ridicule et ça a l'air complètement bidon. Et ça l'est, en effet. Mais Hollywood adore ça quand même. Dans les anciens films, avant que ce truc ne soit mis au goût du jour, tous les cow-boys s'effondraient. Et pour enfoncer le clou dans le cercueil de ce mythe, on peut se référer à Newton. Selon sa 3e loi, toute action génère une réaction opposée égale à celle-ci. Pour que Buster soit projeté en arrière, il faudrait que le tireur le soit également sur la même distance. Je suis toujours étonné de voir à quel point les gens réagissent quand ils pensent qu'on s'est trompé lors d'une expérience. Je suis content d'avoir réessayé celle-ci. Mais je n'ai pas l'impression qu'on ait découvert grand-chose de nouveau. Pas toi? Non.
Une nouvelle fois, on a demandé son avis à un expert, un agent du FBI spécialisé dans les scènes de crime. Et il nous a confirmé que cela n'arrivait jamais. C'est bidon et rebidon. Ce mythe est donc bidon à la puissance 10. La séquence suivante parle d'un parachutiste amateur extrêmement chanceux. Un jour qu'il se trouve sur un toit, le vent le pousse dans le vide, mais il se sert d'une plaque de contreplaqué comme d'un parachute, ce qui lui permet d'atterrir sain et sauf quelques étages plus bas. Le contreplaqué volant, qu'en disent les téléspectateurs? Selon eux, nous n'avons pas pris en compte le courant ascendant. Si, on l'a fait. On a vérifié avec une tyrolienne. Et pour moi, il semblait évident qu'à moins d'avoir des crampons à la place des mains, la planche de contreplaqué allait s'envoler au moindre souffle de vent un peu sérieux. En plus du test de la tyrolienne, les Mythbusters ont également procédé à plusieurs expériences de chute avec Buster. Équipé d'une plaque de contreplaqué, le pauvre mannequin est tombé comme une enclume. Mais lorsque nos deux amis ont mis en œuvre un système pour simuler l'effet du vent, quelques téléspectateurs se sont dit que la vitesse atteinte était trop lente. Mais même à 24 petits km/h, la planche s'est avérée impossible à contrôler. On n'a aucun contrôle sur ce truc, c'est impossible. J'ai essayé de pousser ma tête contre la planche, mais je n'y suis pas arrivé. Ça partait dans tous les sens. Donc, Jamie, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester simple. On va t'attacher à l'arrière de ton pick-up. Tu tiendras la planche entre tes mains et, à mesure qu'on accélérera, tu changeras l'inclinaison de la planche pour voir si ça augmente sa portance. On verra également à quelle vitesse tu es obligé de lâcher la planche. Ça n'a pas l'air dangereux du tout. Ils abandonnent la tyrolienne, trop lente au goût de certains, en faveur d'une expérience plus terre-à-terre. Tori se fabrique un système de soutien pour l'arrière de son pick-up. Harnaché à l'intérieur, il tiendra la planche de contreplaqué au-dessus de sa tête. Grant sera au volant pendant que Tori expérimentera diverses inclinaisons. Je tiendrai la planche comme cela et je verrai combien de temps je peux tenir. Il ne reste plus à Tori qu'à installer son système sur son pick-up. Ça ne glisse pas sur les côtés, mais regardez ça. Ça part en arrière, ce ne serait pas bon. L'accident de parachute se transformerait en accident de la route. Je devrais le visser sur la plateforme. Mais c'est ma voiture, je ne vais pas faire ça. En fin de compte, il devra tout de même s'y résoudre. Prêts à se lancer, Tori et Grant se rendent à l'aéroport. Nous devons étudier deux choses. Premièrement, est-ce que le fait de changer l'angle d'attaque peut augmenter sa portance? Et deuxièmement, à quelle vitesse sera-t-il forcé de lâcher la planche de contreplaqué? Pendant qu'il décharge le matériel, il apparaît clairement que quelle que soit la vitesse, porter la planche sera déjà un véritable défi. Ça risque de faire mal. Tout ce que nous nous apprêtons à faire peut facilement tourner au désastre. Tori a naturellement tendance à se blesser et notre plan est plus que douteux. Mais Tori semble n'en avoir cure, même si c'est lui qui risque sa peau. Je crois que tu risques vraiment ta peau. Charmant. La sécurité passe en premier. C'est la fête. Qui me l'accroche? Mais Tori aura besoin de bien plus de protection pour ce mythe. Prêt? Ah! À quoi tu joues? Ça fait mal. Et c'est moi la méchante? Équipé et harnaché, Tori est prêt à risquer sa vie. Tout cela pour répondre aux critiques. On y va. Donnez-moi la planche. Les Mythbusters essaient de déterminer quelle voiture est la plus chaude, la blanche ou la noire. Il est 10 heures, l'expérience a commencé depuis 1 heure et la voiture blanche est à 41 degrés. Et la noire est à 46. Je suis étonnée par la vitesse à laquelle la température monte dans ces voitures. Laissons cette expérience sur le feu et partons revisiter une autre expérience un peu ancienne mais pas moins excellente. Il faut refaire la décompression explosive. C'est l'une de mes préférées. Je pensais que vous aviez atteint de très bons résultats.
On a reçu beaucoup d'emails qui nous soutenaient le contraire. Adam et Jamie pensaient avoir prouvé qu'un tir de balle dans un avion pressurisé ne pouvait pas déclencher une décompression explosive, contrairement à ce qu'Hollywood voulait nous faire croire. Mais certains téléspectateurs n'ont pas été convaincus, car l'expérience s'est déroulée au sol. Selon eux, le résultat serait différent dans un avion en vol. L'air extérieur s'engouffrerait dans le trou causé par la balle, ce qui accentuerait la différence de pression. Cela pourrait s'avérer suffisant pour mettre l'avion en pièces. Il nous reste une porte de l'expérience précédente. Elle est même dotée d'un trou. Ce serait parfait. On pourrait construire une chambre autour de cette porte, la placer dans une soufflerie et envoyer de l'air autour. Il suffit de voir clairement si l'air qui s'engouffre dans le trou amène une succion significative. Tory est chargé de fabriquer une chambre hermétique autour de la porte du DC-9. Une fois terminée, ils rempliront la chambre de fumée et la placeront dans une soufflerie qu'ils mettront en route pour imiter l'air en mouvement autour d'un avion. Cela leur permettra de vérifier si de la fumée sort de la chambre par le trou causé par la balle dans la porte. C'est parfait. La chambre hermétique est maintenant prête. Il est temps de la remplir de fumée. Pour rendre cette expérience plus visuelle, nous allons remplir de fumée la chambre de Tory. Nous en avons deux sortes. Un palais fumigène professionnel, mais aussi l'une de ces petites bombes que l'on trouve à bon marché à Chinatown, pour ajouter un peu de couleur. On peut toujours compter sur Carrie pour apporter une petite touche féminine à cette émission. Est-ce que ce n'est pas mignon tout plein ? Lorsque le ventilateur est éteint, aucune fumée ne s'échappe de la chambre car la pression est la même à l'intérieur et à l'extérieur. Que se passe-t-il si le ventilateur est en marche? Regarde, ça aspire la fumée. C'est cool. Et quand on arrête le ventilateur, la fumée ne sort plus. Parfait, donc ça marche. L'appel d'air aspire la fumée hors de la chambre. Mais pourquoi? Quand on met le ventilateur en marche, l'air s'engouffre par-dessus la chambre, là où se trouve le trou. Ça crée une zone de basse pression, et comme l'air circule toujours des hautes pressions vers les basses pressions, la fumée contenue dans la chambre est attirée vers l'extérieur, alors que l'air circule par-dessus. Mais la fumée ne s'échappe qu'en un petit filet ridicule. Les deux apprentis veulent donc savoir quelle est la vitesse du vent. Ça nous donne 7,4 km/h. Ce n'est pas très rapide. Non. Le DC-9 a une vitesse de croisière de 900 km/h, pas vrai? Il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Il nous faut un vent plus fort. Puisque l'on parle de vent, revenons au mythe du contreplaqué volant. Tory va essayer de planer comme le héros de ce mythe, mais des bêtes de mauvais augure traînent dans les environs. Tory, tu ne peux pas les voir d'où tu es, mais il y a 3 vautours sur la piste. L'objectif de Tory est de trouver l'angle optimal de portance. Peut-être même s'envolera-t-il avec les vautours. 3, 2, 1, go! 25, 30. Pour obtenir de la portance, Tory doit soulever la planche au-dessus de sa tête et jouer avec l'inclinaison face au vent. 55. La force du vent est mesurée à l'aide d'un anémomètre. Mais le vent est déjà si fort qu'il n'arrive pas à soulever la planche. Il l'a lâché. Il a été forcé de lâcher à 72 km/h. À l'issue du premier essai, le résultat obtenu par Tory équivaut à peu près à la portance d'une enclume. Mais alors qu'il récupère la planche cabossée, il lui vient une idée pour améliorer l'expérience. Qu'est-ce que tu veux faire ce coup-ci? Je crois que je vais commencer avec la planche au-dessus de ma tête, comme ça. Et à mesure que vous prendrez de la vitesse, je la ferai descendre dans le vent pour voir si j'obtiens de la portance. C'est l'expérience numéro 2, avec du contreplaqué. Cette fois-ci, il démarre en position horizontale. 15, 20, 30. Il l'a lâché à 24. Si Tory avait sauté d'un immeuble, on pourrait se servir de la planche pour fabriquer son cercueil. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je la tenais comme ça, et dès que j'ai commencé à la baisser, la force du vent a pris le relais et la planche s'est rabattue en plein sur moi. Tori a droit à de nouvelles protections avant de repartir à l'aventure. T'es prêt? Prêt? Tori s'accroche au contreplaqué comme si sa vie en dépendait. Go! 15! 25! 25. C'est déjà fini. Ce mythe semble une nouvelle fois bidon. Mais les rafales de vent autour d'un immeuble peuvent s'avérer bien plus violentes que celles avec lesquelles les Mythbusters viennent de tenter l'expérience. L'Association des ingénieurs civils rapporte que les courants ascendants autour des plus grands gratte-ciel américains peuvent atteindre près de 145 km/h. Sans que les piétons ne s'en doutent, les vertigineux gratte-ciel peuvent transformer une gentille brise au ras du sol en véritable tempête à leur sommet. 145 km/h, ça paraît très rapide et ça donnerait certainement un très gros coefficient de portance à la planche. Mais il ne faut pas oublier que plus elle va vite, plus elle est difficile à contrôler. Et jusqu'ici, Tori n'a pas réussi à garder le contrôle de la planche, même à un 1/6 de cette vitesse. Il leur faut revoir leur approche. Les fans ont mis nos conclusions en doute sur cet autre mythe classique. Du point de vue de la consommation, est-il plus économique de conduire les vitres baissées ou avec la climatisation poussée à fond? À 80 km/h, l'ordinateur a montré qu'il était plus économique de rouler avec l'air conditionné. Mais dans un test similaire, à 72 km/h, les vitres baissées gagnaient haut la main. Les Mythbusters ont décidé que le dernier résultat était le plus précis. J'espère qu'on y a répondu une bonne fois pour toutes. Mais il se trouve que les deux résultats étaient justes. Plus la vitesse augmente et plus la résistance à l'air offerte par les vitres baissées s'accroît, jusqu'au point où la climatisation se montre plus efficace. Il se trouve que le point de jonction est pile entre nos deux expériences, à 80 km/h. Donc au-dessus de 80 km/h, il vaut mieux fermer les vitres et allumer la clim. Et en dessous, il vaut mieux baisser les vitres et éteindre la clim. Exactement. C'est donc un compromis. Mais le mythe d'origine était bel et bien bidon. Pendant ce temps, dans les voitures micro-ondes... Il est 13h, l'expérience dure depuis 4 heures et il fait une chaleur assommante. Ça dit quoi? 52 dans la voiture blanche et 57 dans la noire. 57 degrés Celsius dans la voiture noire. La température dans la voiture blanche semble stagner à 52 degrés. La cuisson se poursuit et Tori a rendez-vous avec une planche de contreplaqué. Cette expérience fait tourner en bourrique les apprentis Mythbusters. Heureusement, Carrie a une idée. Le problème, c'est que je dois lutter contre la gravité en permanence. Je crois que s'il y a bien une chose que nous avons prouvée aux téléspectateurs, c'est qu'il est très difficile de tenir une grande planche de contreplaqué au-dessus de sa tête. Mais ce serait peut-être une bonne idée d'éliminer cette donnée en fabriquant une structure de soutien pour que tu puisses poser la planche dessus. De cette manière, tu n'aurais plus à lutter contre le vent. Ce système devrait annihiler les effets de la gravité. Maintenant, Tori n'a plus besoin de soulever la planche. C'est parfait. Il n'a plus qu'à se pendre en dessous en attendant qu'elle se soulève. 50, 20. Tori est suspendu sous la planche. Pendant un bref instant, il est soulevé de la plateforme. Mais il est une nouvelle fois forcé de lâcher prise. 48 km/h, c'est réussi! C'était dingue! Tu es monté à 63 km/h. Après 48 km/h, tu t'es envolé. Je crois que l'expérience a été très précise parce que je me suis suspendu de tout mon poids et j'ai été soulevé avant de devoir lâcher la planche. Tu n'as pas pu la retenir? Pas du tout. Je crois que ce mythe est enterré et toutes les critiques qui vont avec. Nous avons éliminé le facteur de la gravité. Il n'y avait plus que le vent et tu n'as pas réussi à t'accrocher à la planche. Je crois qu'on en a bien fait la preuve. Ça s'est passé comment? Très bien. Nous avons pu prouver qu'avec le bon angle, on peut être soulevé par la planche de contreplaqué. J'ai été soulevé, mais je n'ai pas pu me tenir à la planche. C'est à peu près ce qu'on avait conclu lors de notre première expérience. Nous savons qu'il y a des vents puissants au sommet des grands immeubles. Nous savons qu'ils vont donner de la portance au contreplaqué. Et les téléspectateurs avaient raison de ce point de vue.
Mais au bout du compte, le plus important est de savoir si on peut maîtriser la planche et contrôler son vol. Ce qui s'avère impossible. Donc ce mythe est bidon, d'accord? Oui, encore une fois. Bon travail. Merci. Un nouveau mythe qui retombe à l'eau. Revenons à la décompression explosive. Les apprentis Mythbusters ne manquent pas d'air. Comment s'est passée la succion? Un petit filet de fumée est sorti, mais on ne peut pas vraiment parler de succion. Et la vitesse du vent? 7,4 km/h. Voilà d'où vient le problème. Je crois qu'il faut que vous obteniez le vent le plus fort possible avec le matériel de l'atelier et que vous établissiez au moins 3 points de données de référence pour voir s'il y a corrélation entre la vitesse du vent extérieur et la succion. L'air qui passe au-dessus du trou fait par la balle créera-t-il une différence de pression suffisante pour causer une décompression explosive? Il est temps d'aller à la pêche aux données. Pour la première mesure, Grant ajoute un morceau d'acrylique pour que l'air du ventilateur prenne une direction plus précise. Dans le même temps, Carrie fabrique un baromètre pour mesurer la différence de pression causée par le vent. Chaque centimètre d'eau représente une différence de pression de 0,98 hectopascal. Le ventilateur est en marche et grâce à l'ingéniosité de Grant, la vitesse du vent est maintenant 5 fois plus grande. Vent de 30,7 km/h. Tu vois une différence? Une différence minuscule. Je fais une marque. La différence de pression est de 0,13 hectopascal. C'est peu. Oui, je crois que les pets d'Adam sont plus explosifs que ça. Il leur faut des vents encore plus puissants. Ils ressuscitent donc une autre machine du passé, l'hélicoptère portatif de Adam et Jamie. Si on fait une seule égratignure ou si on égare un seul boulon sur cet appareil, Adam et Jamie nous enfermeront dans un placard pour le reste de la saison. C'est parti, ça descend. C'est le moment de vérité. Un seul accroc et ils se retrouvent au chômage. C'est bon. Atterrissage réussi. Parfait. Ensuite, ils ajoutent un morceau de fuselage en zinc pour que l'écoulement d'air soit le même qu'autour d'un avion en vol. 3, 2, 1... 3, 2, 1... L'hélicoptère portatif n'a jamais été réputé pour sa fiabilité. J'ai horreur des moteurs à essence. Il faut peut-être amorcer le carburateur. S'il n'arrive pas à le faire marcher, c'est retour à la case départ. Prêt? 3, 2, 1... Le moteur tourne, mais il est d'une puissance décevante. Même à plein régime, la vitesse du vent n'atteint que 61 km/h. Quant au baromètre, il ne bouge que de 13 mm, soit 1,4 hectopascal. C'est encore très loin des 900 km/h qu'il nous faut atteindre. Je crois qu'on irait plus vite en l'attachant sur la plateforme d'un pick-up. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour la troisième mesure de référence, la porte du DC-9 va être placée sur le pick-up de Tori qui ira faire un tour sur l'autoroute. Mais ils n'atteindront toujours pas la vitesse d'un avion en vol. Je ne crois pas qu'on pourra atteindre les 145 ou 160 km/h comme je le voulais. Parce que c'est interdit. Mais je pense qu'on pourra rouler à 100 km/h, voire un peu plus. Les apprentis prennent la route. Mais le fait de chercher une portion de route plate et déserte transforme Carrie en furie automobile. Pousse-toi! Tu ne vois pas qu'on fait une expérience scientifique très importante? D'une manière ou d'une autre, ces cris parviennent à fluidifier le trafic et Tori fait rougir le moteur. Je monte à 100. C'est parti. L'air s'écoule à 100 km/h et monte à 112. Le baromètre est descendu de 3 ou 4 cm. Pour cette troisième mesure, la donnée du baromètre est de 3,4 hectopascal. On monte à 137 km/h? Allez, on y va. Il
serait peut-être temps d'arrêter avant que Tori ne fasse des choses qu'il pourrait regretter. Ça a donné quoi? Nous avons réussi à obtenir 3 mesures de référence. Et elles montrent bien une corrélation entre la vitesse du vent et l'importance de la succion. La succion augmente à mesure que la vitesse s'accélère, mais elle reste tout de même minuscule. J'ai fait les calculs. Pour un trou de la taille d'une balle dans un avion qui vole à 800 km/h, cela ne générerait une différence de pression de seulement 96,52 hectopascals. Si l'on rajoute la différence de pression que toi et Adam avez déjà testée, 586 hectopascals. ça ne suffirait quand même pas à causer une décompression explosive. Donc c'est bidon. De nouveau. De nouveau. Encore un mythe qui part aux oubliettes, ou plutôt qui y retourne. Pendant ce temps, sur le parking, une défaillance technique vient mettre l'expérience en péril. Carrie, qu'est-ce qui se passe avec l'horloge? Elle s'est arrêtée. Je crois qu'elle a grillé. Il fait si chaud qu'elle a fondu. Heureusement, ils ont du matériel de rechange. Et que disent les thermomètres? La blanche se maintient à 52. La noire est à 55. Et tandis que le soleil continue sa course, l'équipe travaille jusqu'au crépuscule. C'est la dernière demi-heure. Que disent les thermomètres? La voiture blanche est à 46 degrés et la voiture noire est à 49 degrés. Maintenant que les derniers chiffres sont enregistrés, il est temps de passer aux conclusions. On se disait que la voiture noire serait la plus chaude. Elle est restée plus chaude que la blanche tout au long de la journée. Elle est un peu plus chaude, elle le reste plus longtemps. Vous achèteriez quoi? Une voiture blanche ou une noire? Si c'est une question de chaleur, il faut acheter une voiture blanche. Une voiture blanche, sans aucun doute. C'est donc confirmé. Si vous achetez une voiture noire, il risque de vous en cuire. Cette expérience se rapproche de celle où nous avions essayé en vain de faire exploser un réservoir d'essence en tirant dessus au fusil. Des téléspectateurs ont réagi en nous disant « Vous auriez dû utiliser des balles traçantes qui auraient certainement fait exploser le réservoir. » Ce n'est pas le mythe auquel nous nous sommes attaqués. Le mythe hollywoodien dit que n'importe quelle balle venant frapper n'importe quel réservoir déclenche une explosion ou un incendie. À Hollywood, l'addition d'une balle et d'un réservoir aboutit généralement à une explosion. Mais lorsque les Mythbusters ont voulu vérifier par eux-mêmes, ils ont découvert que le fait de canarder un réservoir n'avait d'autre effet que de le transformer en gruyère. Pas d'étincelles, pas de mise à feu et encore moins d'explosion. On peut nous reprocher de ne pas avoir abordé le mythe de 2 points de vue différents, comme nous le faisons d'habitude. Nous n'avons pas cherché à savoir quel type de projectile peut faire exploser un réservoir. Et en effet, une balle traçante y parviendrait. Mais ça n'est pas illégal? En effet, mon ami. À moins d'avoir un copain au FBI. Pour reprendre ce mythe à zéro, nos deux compères ont une nouvelle fois fait appel à Frank Doyle, ex-agent du FBI. Frank, ce sont les balles spéciales que tu t'es procurées pour nous? Oui, ce sont des balles traçantes de calibre 223. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Le bout orange de la balle contient du phosphore. Une fois le coup tiré, la friction provoquée par l'air fait brûler le phosphore. C'est pour cela qu'elles s'embrasent et qu'elles peuvent peut-être faire exploser un réservoir d'essence. C'est donc une bonne chose que les pompiers ne se trouvent pas trop loin. À votre avis, quel est le pire scénario qui puisse se produire? Je crois que, vu les conditions météo, le vent qui souffle et la sécheresse de la végétation, le pire serait un début d'incendie sur le flanc de la colline. Quelques balles perdues pourraient causer un désastre. Jamie, le tireur d'élite, enclenche le chargeur. Je suis prêt. Ils commenceront par une seule balle traçante dans le réservoir à moitié rempli. 3, 2, 1. Tu l'as touché? Je ne sais pas. Adam se rapproche pour constater les dégâts. Il l'a touché, ça ne fait pas de doute. En bas, à 7 heures. Ça sent la vapeur d'essence, mais ça n'a pas pris feu. On va reboucher les trous et tirer plusieurs coups. Jamie a fait mouche, mais il n'y a pas eu d'explosion. Grant panse la blessure, tandis que Jamie se prépare à vider son chargeur sur le réservoir.
3, 2, 1... Jamie tire balle après balle. Chacun de ses coups touche la cible, mais toujours pas d'explosion. Mais soudain, danger. Tu as vu la balle traçante partir dans la colline? Oui, attends une seconde. Il y a de la fumée dans l'herbe. Je vois de l'essence qui coule devant le réservoir. Une balle traçante est partie dans les buissons. Les tirs sont interrompus. Incendie plus fuite d'essence, un mélange détonnant. Ils ont dit que la pire des possibilités, c'était un début d'incendie dans les herbes de l'autre côté de cette barrière infranchissable, avec le vent qui souffle dans ce sens, où les véhicules ne peuvent pas se rendre. Évidemment, c'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que ça donne? Tout va bien? Je vois pas de fumée. Tant mieux. Ils ont eu chaud, mais l'expérience semble plutôt stérile. Je me suis bien amusé en vidant tout un chargeur de balles traçantes incendiaires. Allez, c'est votre tour. Voilà les munitions. Voilà pour toi. Les deux? Bien sûr. Super. Pour faire taire les critiques, les Mythbusters ne lésinent pas sur les moyens. S'ils ne déclenchent pas d'explosion cette fois-ci, ils n'y parviendront jamais. Tout le monde est prêt? Prêt. Enlevez la sécurité. Feu à volonté. On se croirait à la fête foraine, mais avec des balles traçantes. Et le réservoir? Rien, nada, zéro. Le mythe semble toujours aussi bidon. « 75 tirs plus tard, le réservoir ressemble à une passoire. Mais Jamie veut réessayer en le plaçant plus loin. Les balles traçantes s'enflamment au contact de l'air. Mais cela ne se produit pas juste après la sortie du canon. Ou alors il faut peut-être une distance plus importante. Jamie se positionne donc 15 mètres plus en arrière du réservoir rempli à ras-bord. Une fois grand en sécurité. 3, 2, 1... Le chargeur se vide et c'est toujours la même histoire. Jusqu'au moment où, enfin, des flammes apparaissent. La caméra grande vitesse montre l'instant où le feu a pris. Il n'y a pas eu d'explosion, mais c'est peut-être à cause de tous les trous dans le réservoir. Une balle traçante peut effectivement enflammer de l'essence dans un réservoir. Si le réservoir est fermé, l'addition de la pression, des flammes et du bon dosage entre l'air et le carburant doivent amener une explosion. Je crois qu'on peut dire que ce mythe est confirmé. Et tout le monde est content. Pourquoi on n'a pas eu droit à un lance-roquette? Ce serait allé beaucoup plus vite. Ça sera pour la prochaine fois. Un téléspectateur va nous écrire pour nous dire « Vous auriez dû utiliser un lance-roquette, vous auriez fait sauter la voiture. » On fera exploser la voiture et quelqu'un soulèvera un autre problème. Ça nous va. Je ne sais pas quoi penser de cette expérience. La première fois, on a conclu que le mythe était bidon et la seconde fois, on l'a confirmé, mais sans faire mentir nos résultats précédents. Une balle traçante peut en effet faire exploser un réservoir d'essence. Une fois encore, les Mythbusters ont clos le chapitre d'un mythe récalcitrant. Enfin, pour l'instant.